Oui, Monsieur le Président, honorable assesseur, c'est pas bon? C'est bon, je peux aller avec ça. Monsieur Claude Pivy, hier, une partie de la défense vous a indiqué qu'elle va commencer par ce qui est fort et finir par le dessert. Moi aussi, je vais commencer par plus fort et je vais finir par le dessert. Je vais commencer par la photo qu'on a exhibée ce matin. Est-ce que vous l'avez avec vous? Non, je n'ai pas la photo avec moi ici. Monsieur le Président, je voudrais qu'on lui trouve la photo. Je n'ai pas compris. Je voudrais qu'il ait la photo avec lui parce que les questions concernent la photo. Je vais vous remettre, alors, avec la permission du Président, je vais lui remettre ça. Gardez très bien cette photo avec vous et regardez. Monsieur Pivy, quand vous preniez le pouvoir, quel grade aviez-vous? En prenant le pouvoir, j'étais au grade de lieutenant. Sur la photo, quel grade se trouve là? Ici, c'est le grade de capitaine. Parfait. Quand vous prenez le pouvoir, monsieur Aboubakar Diakité, avec quel grade? Il était au grade de sergent-chef. Sergent-chef. Ce sont les deux V. Oui. Sur cette photo que vous avez avec vous, quel est? Il est au grade adjudant ici. Là-bas, il est? Grade adjudant. Parfait. Quand vous preniez le pouvoir, quel grade le général Sekouba avait? Quand on prenait le pouvoir, le grade c'était le grade de colonel plein. Et sur cette photo, c'est quel grade? Ici, je vois général de brigade. Est-ce que ce n'est pas la preuve que c'est fabriqué? Ce n'est pas le jour de la prise de pouvoir. Ce qu'on a exhibé là. Ça, c'est des photos après la prise de pouvoir. Totalement après la prise de pouvoir. Je vais aller même plus loin. Vous avez écouté le ministre Diaby ici. Il avait déclaré ceci, qu'il a été appelé par ses amis et quand il est arrivé devant le camp, Makambo était là le jour de la prise de pouvoir et lui a dit: si vous ne prenez pas le pouvoir la nuit là, on va tous, je ne sais pas vous tuer, je ne sais plus, je peux me tromper. Ce jour-là, ça veut dire que Makambo était à la porte et n'était pas à la prise de pouvoir, n'est-ce pas? Oui, il était à la porte. Est-ce que sur cette photo, il ne figure pas Makambo? Sur cette photo, attention. Juste entre votre tête, passez-moi l'expression, et la tête de M. Toumba. Est-ce que ce n'est pas Makambo qui est derrière? C'est Makambo qui est derrière. Est-ce que Makambo pouvait-il être à la porte du camp et être au lieu de prise de pouvoir? Non, ici, ça c'est... Vous n'avez pas compris. Est-ce qu'il pouvait être aux deux endroits en même temps? Non. 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 Est-ce que ce n'est pas une preuve que depuis que ce procès-là a commencé, M. Aboubakar Toumba cherche à manipuler, cherche à toujours arguer de contre-vérité? Est-ce que ce n'est pas la vraie preuve? Est-ce que ce n'est pas la preuve? J'ai bien dit que ici, ça c'est après la prise de pouvoir. Toujours sur la même question. Les photos que je vous ai remises, que j'ai montrées hier, regardez si le président a ces mêmes photos, regardez les tenues que vous portiez.
le 22 dans la nuit à la prise du pouvoir, est-ce que ce sont les mêmes tenues? Non. À la prise du pouvoir, j'étais en tenue parachutiste. Vous ne voyez pas qu'à la limite, c'est même du faux que l'on vient de faire? J'espère de tout cœur que le parquet prendra ses responsabilités par rapport à ce faux produit par une partie à une audience pour tromper la religion du tribunal. Monsieur Claude Pivy, je pense que cette question est réglée. Est-ce que cela veut dire tout simplement que tout ce que vous avez dit dans cette salle ici par rapport à la prise de pouvoir, c'est vous qui avez raison, c'est vous qui dites la vérité à 100%? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'un tel plaideur qui ne dit pas la vérité doit être entendu par le tribunal et même par toutes les parties? Bien sûr. Est-ce que celui qui dit des contre-vérités et qui produit en faux à une audience doit être, ces déclarations doivent être prises au sérieux? Non. Alors, M. Claude Pivy, c'est vous qui avez été l'homme fort du 22 et 23 décembre 2008. Même sur la photo, mais regardez la position du président. Mais ce n'est pas le patron qui regarde ses subordonnés, mais regardez comment il est arrêté à côté. Est-ce que ce n'est pas le patron qui regarde ses subordonnés qui discutent entre eux? Bien sûr. N'est-ce pas la preuve, encore une fois, que la prise du pouvoir, c'était M. Coplan, l'armée guinéenne et Dieu, comme le dit celui qui a été le président de la transition à l'époque. N'est-ce pas cela? C'est ça. Exactement. On va avancer. Je pense que ça, c'est très clair. Mais, puisque on a déjà peur, est-ce que vous saviez qu'ils ont déjà peur? Le premier? Est-ce que vous saviez que la défense de M. Aboubakar a déjà peur de la défense du président Dadis? Ils ont déjà peur. Ils ont déjà peur, c'est Bien pourquoi, sûr. alors même que je n'ai pas encore produit un passeport, ils en parlent parce qu'ils savent que j'ai tous les éléments qu'il faut contre eux. C'est cette peur-là qui les amène à ne pas vous respecter ou parfois à titiller même les autres avocats. Mais nous n'en ferons pas autant. On va avancer. Hier, je vous ai lu ici une déclaration du président El Hadj Cellou Dalein Diallo. Vous le connaissez bien? Si, je connais le président C'est Cellou un Dalein. homme responsable, n'est-ce pas? Oui, Est-ce que c'est un grand homme? c'est un grand homme. Est-ce que selon vous, ce grand homme ne peut pas dire des contre-vérités? Si, il peut dire. D'accord. Alors hier, vous avez entendu dans son PV, vous l'avez entendu dire qu'il a pu, le lieutenant, plutôt le commandant, Aboubakar Diakité, en tête de béret rouge, tiré à bout portant au stade. Est-ce que cela ne suffit pas pour expliquer que c'est M. Toumba qui était au stade avec ses hommes pour commettre tous ces massacres? Est-ce que ce n'est pas ça? Cette déclaration ne constitue pas une preuve? Déjà, ça, c'est une preuve. Je vais vous aider, puisqu'on se rabat toujours sur le rapport d'enquête internationale. Monsieur le Président, le rapport d'enquête internationale, je voudrais lire une partie, la page 49. La page 49. Voici ce que les enquêteurs disent. La commission dispose
d'éléments suffisants engageant la responsabilité pénale directe du lieutenant Aboubakar, ici ils ont dit Chérif Diakité dit Toumba, voire une responsabilité de commandement pour les faits qui se sont produits dans le contexte de l'attaque du 28 septembre et les jours suivants. Plus loin, on ne peut pas lire tout, je vais vous poser des questions quand je finis. Plus loin, il est indiqué sur la même page, in fine, la commission a pu confirmer que le lieutenant Toumba est entré dans le stade au même moment que les hommes sous son contrôle. L'organisation et la coordination entre les forces de sécurité durant l'attaque, décrite au paragraphe 206 dessus, démontre le degré de contrôle effectif, je pèse mes mots, de contrôle effectif que Toumba avait sur les membres de la garde présidentielle. C'est d'ailleurs le lieutenant Toumba lui-même qui a indiqué à la commission que, c'est une citation qui commence, l'institution militaire obéit au commandement et aux ordres et ne peut être traitée comme une institution civile, confirmant ainsi sans non sans fierté, le contrôle qu'il exerce sur ces hommes. Il convient de noter qu'il a refusé, contrairement au commandant Thiebro, que la commission s'entretienne avec certains de ses subordonnés. Le dernier paragraphe que je lis. La présence du lieutenant Toumba au stade et en différents endroits après les événements survenus dans l'enceinte du stade indique qu'il savait où, du moins je pouvais savoir, que ses subordonnés étaient responsables des crimes décrits dans le rapport. Non seulement le lieutenant Toumba n'a rien fait pour empêcher la perpétration de ces crimes, mais il a même directement participé à leur exécution. La commission conclut, dès lors, de ce qui précède qu'il existe de sérieux motifs présumés, également, ensuite la responsabilité individuelle et personnelle du lieutenant Toumba, une responsabilité solidaire en sa qualité de chef militaire. N'est-ce pas aussi la preuve que ces massacres ont été perpétrés par M. Aboubakar Toumba, M. Aboubakar Diakité alias Toumba? Oui. Est-ce qu'à partir de là, lorsqu'on indique que c'est lui-même qui le dit, avait une commission effective sur ces hommes, est-ce qu'on peut le disculper de cette responsabilité pour faire supporter cela par le président Dadis? Non, on ne peut pas. Non, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Claude Pivy. Oui. Vous avez entendu ici M. Aboubakar indiquer clairement qu'il n'a pas reçu d'ordre du président Dadis pour aller faire ce qu'il a fait avec ces hommes, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que cela n'est pas aussi suffisant que le président Dadis n'a jamais donné un ordre, aussi bien directement qu'indirectement? Ça, déjà, ça suffit. Il n'a jamais donné l'ordre. Parfait. Dites-moi, qui a braqué M. Alseni Bari de Safricom en prenant son coffre-fort rempli d'argent? Bon, ça, c'est pas passé devant moi. Vous ne saviez pas? Oui. M. Alseni Bari vit. Il a été braqué par M. Toumba et il a fallu l'intervention de Dadis pour libérer. Il vit. Qui a séquestré M. Daouda Sissé? Bon, ça, je n'en sais pas. C'est encore lui et ses hommes. Qui a mis le général Toto à genoux? C'est lui-même. Et expliquez les circonstances. Comme j'avais bien dit hier, je dis ça s'est effectué à la rentrée du camp Alpha où ils ont coïncidé
la rentrée aussi du général Toto, se sont regroupés sur lui, le désobéir et le mettre à genoux. Donc, le bruit est venu nous trouver au régiment. Nous, on était tous au courant. N'est-ce pas un acte d'indiscipline? Ça a été un acte d'indiscipline. Est-ce que lorsque le président Dadis dit que l'armée était indisciplinée, ce n'est pas cela encore une autre preuve? Bien sûr. Qui a violé la fille adoptive de feu général Lansana Conté? Ce que nous... On devait continuer avec la partie civile aujourd'hui. Bon, hier, on avait fini avec la défense, à moins que vous ne vouliez, vous demandiez la parole aujourd'hui, mais sinon, on avait fini hier avec la défense. On devait continuer. S'il vous plaît, écoutez-moi seulement. La défense vous demande humblement la parole, très respectueusement, pour poser des questions. Allez-y alors. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur Mamadou Oriba. Amadou. Monsieur Amadou Oriba. Bonjour. Je veux m'adresser cette matinée-là à Monsieur Amadou Oriba, partie civile, bien sûr, dans ce procès, mais je veux aussi m'adresser à l'intellectuel, à l'homme d'État, au ministre de la République, à cet homme-là pour qui j'ai une admiration particulière, un respect profond et une considération à n'en point douter. C'est pour ça que je souhaite que nos échanges, qui seront des questions-réponses, soient faits de manière très civilisée, très fructueuse, pour que l'on puisse aider ce tribunal, Monsieur Amadou Oriba. Je vais commencer par une première question. Est-ce que vous maintenez toutes vos déclarations faites à la barre de cette audience hier, tant en vous adressant au tribunal, au parquet, à la partie civile et à une partie de la défense? Est-ce que vous maintenez tout? Merci, je maintiens l'intégralité et je peux me permettre de préciser deux choses. La première, le PV de 2011, je le maintiens dans son intégralité. Des notes de style télégraphique ne peuvent pas exprimer tout ce que de visu en présentiel on peut expliquer. D'où le fait
que votre collègue a prétendu que j'avais renié une partie de mes déclarations antérieures. J'ai donné plus d'explications par rapport à cet aspect. Est-ce que M. Toumba Diakité était le chef? Donc, de manière directe, au-delà du style télégraphique d'un PV, il était très important d'éclaircir cet aspect-là. La deuxième chose, votre collègue a fait une déclaration hier que je n'ai pas pu digérer, comme quoi je suis animé de haine contre le président Dadis. Malheureusement, il n'est pas dans la salle, sinon j'aurais demandé humblement au président de lui demander de retirer cela parce que c'est une offense personnelle à ma personne. Donc, c'est cela que j'ai à dire. Sinon, tout le reste, je le maintiens. Il n'est pas dans cette salle d'audience, mais je peux communiquer en son nom en retirant, comme vous le demandez, et en m'adressant au tribunal pour cela. Je vous remercie. Merci. Monsieur Amadou Baouri, dites-moi, entre ce que vous allez dire maintenant et ce qui a été après ce long moment, naturellement, après 13 ans, et ce qui a été dit en 2011 et même en 2009, on va y arriver devant la commission d'enquête internationale, qu'est-ce que vous pensez être beaucoup plus sûr, beaucoup plus certain, beaucoup plus infaillible? Bon, les faits n'ont pas varié, donc de ce point de vue, je maintiens les faits tels que je les relatés devant Monsieur le Président. Peut-être que dans les explications, comme je l'ai dit, un PV ne peut pas refléter toute la complexité d'un entretien qu'on peut avoir pour expliquer ce qu'on a vu par rapport à des événements qui sont particulièrement complexes. Merci. Mais dites-moi, avez-vous quand même lu votre procès verbal? Je l'ai lu. Fait devant le juge d'instruction? Oui, je l'ai lu. Parfait. Avez-vous lu le rapport d'enquête internationale? Je l'avais lu il y a très longtemps. Peut-être que je ne me souviens pas. Parfait. Avez-vous lu le rapport d'enquête nationale? Celui-là, je ne l'ai pas eu. Nous allons parler dans cette salle de ces trois documents dans un premier temps. Nous allons parler du rapport d'enquête internationale. Nous allons parler du rapport d'enquête nationale que vous n'aviez pas lu, que de l'autre côté on n'a même pas voulu lire. Et nous allons parler autrement de votre PV. Alors on va commencer par le rapport d'enquête internationale. Est-ce que vous savez pourquoi je tiens à ce que nous en parlions? Je vous écoute d'abord. En fait, j'ai commencé par dire que je veux parler à l'intellectuel et même à l'historien, si je peux me permettre. Puisque vous avez été ministre, je crois, de la réconciliation à un moment donné. Je vais en parler parce que c'est ce qui fonde la poursuite dans cette affaire depuis le début contre le président Dadis. Et ce rapport a été obtenu à cause de vos déclarations. Quand je dis à cause de vos déclarations, je parle des parties civiles ou des victimes à l'époque qui ont été entendues. Et vous étant une victime. C'est bien cela à l'époque. Vous savez, ce rapport fait une litanie d'incriminations au nombre de 4. D'abord, premièrement, il a reproché au président Dadis d'avoir donné des ordres au commandant Aboubakar Diakité et au colonel Thiebro Camara. Il suffit juste de lire, on va lire au cas par cas, les points 216, 217, 218, 219, 20
du rapport. On va aller là-dedans. Deuxièmement, il lui est reproché d'avoir fait des déclarations publiques qui témoignent de son intention de répondre aux manifestations. On va largement revenir là-dessus. Troisièmement, on veut le rendre responsable, y compris vous, à travers certains propos tenus ici hier, juste en raison de son statut de commandant en chef des forces armées ou de commandant suprême des armées. Enfin, en raison de ces supposées actions entreprises par lui après les événements du 28 septembre. Question. Est-ce que vous avez été entendu librement par la commission d'enquête internationale? C'est affirmatif. Parfait. Qu'est-ce qui vous a été demandé? Comment? Qu'est-ce qui vous a été demandé? Je ne me souviens plus exactement, mais je crois savoir qu'ils m'ont demandé de relater les faits tels que je les ai vécus à titre personnel. Et qu'est-ce que vous leur avez dit? Comme vous avez le rapport. Raconté? Vous pouvez revenir là-dessus succinctement? Bon, comme vous avez le rapport et tout ce que j'ai dit hier, c'est certainement ce que j'ai dit il y a 13 ans, il y a 11 ans, ainsi de suite, et ce que je maintiens aujourd'hui. En fait, je parle de vous parce que vous n'êtes pas l'auteur de ce rapport. Bon, soyez plus explicite. Alors, on va continuer, on va revenir dessus, pas de problème. Et est-ce que vous êtes au courant qu'en plus de vous, certaines autorités au plus haut niveau à l'époque avaient été entendues par cette commission, y compris le président Moussa Dadis Camara? C'est tout à fait logique. Parfait. Monsieur Bahouri, est-ce que si le président Dadis, est-ce que si les différentes autorités de l'époque se reprochaient effectivement quelque chose, est-ce qu'elles auraient accepté être entendues par cette commission? Et je ne saurais répondre, mais je crois savoir, vu les réalités internationales et les obligations de la Guinée par rapport aux pays de la sous-région, CEDEAO, l'Union africaine et puis les Nations unies, c'était pratiquement de facto une obligation. Est-ce que vous pouvez donner un exemple qui s'est tenu dans l'histoire de l'Afrique avec un président en exercice qui se prête à ce jeu? Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Est-ce que cela a existé? Bon, je ne veux pas sortir un nom de mon chapeau au risque de me tromper, mais il y a eu le cas de la Guinée. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de notre Afrique. Est-ce que cela n'explique pas justement la volonté du président Dadis à vouloir vaille que lumière soit faite dans cette affaire-là, à l'époque? Je n'ai pas de réponse. Parfait. On va avancer. Est-ce que vous êtes au moins conscient que le rapport de la commission constitue, je le redis d'ailleurs, parce que je l'ai déjà dit, la seule base de poursuite engagée par le parquet contre le président Dadis? Et je n'ai pas de réponse également. D'accord. Est-ce que vous êtes aussi conscient
que si les auteurs de ce rapport sont arrivés à établir cette supposée responsabilité du président Dadis pour son hypothétique rôle dans la commission des infractions commises au stade, c'est bien à cause de vos déclarations, celles d'autres, se prétendant victimes, Monsieur Amadou Oriba. Vous donnez trop d'importance à mes déclarations. Si. C'est pour ça que j'ai commencé par dire, je veux m'adresser à vous ce matin en tant que tel. N'oubliez pas que vous étiez le président du comité d'organisation de la manifestation qui a conduit à ce que l'on sait. Et on va en parler, M. Amandouba. C'est pour ça que je donne beaucoup d'importance à vos déclarations. Ma sphère d'activité et de compétences, c'était au niveau des forces vives. Ce qui relève des autorités du CNDD et du pays sont au-delà de mes compétences et de mes informations. Rassurez-vous que je le sais et je ne vous poserai pas de questions dans ce sens-là. Je vais rester dans votre sphère de compétences. Rassurez-vous, M. Bahouri. Hier, je vous ai entendu parler de la culture de la violence chez nous depuis l'indépendance. Est-ce que vous confirmez que notre pays, dans son passé, maintenant, a toujours connu cette culture de violence-là? Cette culture de violence remonte de très loin. Oui. Et ce que nous espérons, avec la tenue de ce procès, que cette culture de violence, d'impunité, va être progressivement éradiquée pour que ce pays se retrouve dans un environnement de paix, de fraternité et de convivialité. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage avec des exemples précis? Je sais que vous avez été ministre de la République, ministre de la Réconciliation nationale. Ce sont des choses que vous saviez. Bon, je pense que dans le cadre de ce qui nous réunit ici, au niveau du tribunal, rentrer dans ces considérations, ce serait aller au-delà des objectifs qui sont assignés au tribunal. Monsieur Bahouri, vous avez parlé vous-même de la culture de la violence au pays. Si on vous demande d'en dire davantage avec des exemples, des précisions, je sais, ça va aider ce tribunal, c'est important. Raison de plus, parce qu'actuellement, je fais partie du Comité national des assises qui est en train de travailler pour frayer la voie à une véritable politique de réconciliation nationale dans ce pays. Mais je pense que ce n'est pas le lieu d'exposer tout cela devant le tribunal. Donc en réalité, en le disant, en parlant ici pour vous, c'est pour... Le but c'est quoi? C'est aboutir à une réconciliation nationale. Bien entendu. Et ça c'est noble, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que, quand vous le dites, M. Ba, correctement comme vous le faites, est-ce que quelqu'un d'autre, est-ce que cela signifie plutôt que vous êtes pour la culture de la violence? Je ne suis pas pour la culture de la violence. Raison de plus, je fais partie des pionniers qui ont mis en place des organisations de défense des droits de l'homme dès après 1984. Donc c'est un projet sur lequel nous avons travaillé, nous avons œuvré pour que notre pays sorte de manière définitive de cette ambiance de violation systématique des droits de l'homme. Et c'est raison de plus, ça a fait que j'ai eu maille avec beaucoup d'autorité depuis lors. C'est-à-dire, à vous entendre, et si je vous comprends bien, vous voulez nous dire que chez nous, toutes les manifestations conduisent à des répressions. Ça, c'est un fait récent. Sinon, auparavant, ce n'était pas le cas.
Parfait. Alors, puisque vous, quand vous le dites, le but, c'est pour la réconciliation nationale, est-ce qu'on peut reprocher au président Dadis de faire allusion aussi à la culture de la violence dans notre pays? En tant que chef d'État, Oui. Il sied au chef de l'État d'œuvrer pour la pacification et pour la cohésion nationale, quel que soit le chef d'État. Parfait. Et donc, s'il en parle, c'est son rôle. Bien entendu. Et cela ne signifie pas qu'il encourage la violence. Entre le dire et le faire, il y a très souvent une marche. Pour le moment, très je parle large. juste de dire. S'il le dit, est-ce qu'au moins cela signifie qu'il n'encourage pas la culture de la violence, comme vous d'ailleurs, logiquement, raisonnablement? Bon. À l'épreuve du pouvoir, c'est à ce moment-là qu'on peut savoir est-ce qu'on adhère fondamentalement à ce qu'on dit ou bien c'est simplement de l'enfumage pour essayer de, comme disent certains, les adeptes de Machiavel, avec tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins. Je vais vous lire un passage de la commission d'enquête internationale. C'est pour ça. Il s'agit des points 223, 224. Voici ce qui est dit et qui est attribué au président Dadis et que le parquet en fait un véritable trophée de guerre. L'aspect le plus choquant est que j'ai essayé de moraliser et de sensibiliser les leaders politiques, leur disant qu'il y a eu des cas similaires dans le passé et que je ne veux pas que la même chose se reproduise. Est-ce que ce propos venant d'un chef d'État peut être interprété comme témoignant de sa volonté à encourager la commission d'infraction ou à répondre de manière sanglante à une manifestation dans un pays, en Guinée? Est-ce que ce propos-là n'est pas exactement le même propos que vous avez tenu ici, mais autrement? Sincèrement, je n'ai pas de réponse, mais tout ce que je peux dire, à partir du mois d'avril, avec les sollicitations que nous avions formulées et les initiatives que nous avions prises, s'il y avait véritablement du côté du CNDD une écoute et une attention à ce que nous proposions à l'époque, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Non, ces propos ont été tenus, c'est pour ça que j'ai fait le chapeau. Ces propos ont été tenus après les événements. C'est ce que j'ai appelé les déclarations publiques. On attribue au président Dadis d'avoir tenu ce propos que l'on veut interpréter autrement contre lui, alors que son intention a été comme votre intention, en le disant autrement, de réussir cette réconciliation. Donc ce n'était pas avant. On va parler d'avant. Monsieur Amadou. Monsieur Ba, on va parler d'avant. Dans ces conditions, n'est-ce pas que cela signifie clairement, sans aucune ambiguïté, que les auteurs du rapport d'enquête ne connaissent pas notre pays comme vous connaissez notre pays, comme le président Dadis peut bien connaître notre pays? Parce que ce sont les auteurs qui pensent ainsi,
que le parquet interprète. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est parce que ces gens-là ne connaissent ni l'histoire de la Guinée, ni la sociologie de la Guinée, ni l'anthropologie d'ailleurs de la Guinée, ni tout. Comme vous. Tout rapport est factuel et n'a pas vocation à prendre l'intégralité de l'histoire, de la sociologie. Ils sont là par rapport à des faits bien précis, limités dans le temps et circonscrits. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous savez que c'est justement parce que nous sommes circonscrits dans le temps, dans les faits, que c'est à la barre de ce tribunal que vous avez tenu ce raisonnement. Et c'est justement dans les mêmes circonstances que je parle de ce rapport qui ne s'écarte pas des faits. Mais les auteurs qui ont pensé qu'en le disant, c'est plutôt aller vers la violence, vous, M. Bahouri, j'ai dit tout à l'heure que je parlais à l'homme d'État que vous êtes. Est-ce que vous pensez que lorsqu'un chef d'État dit « je sensibilise les leaders politiques », parce que connaissant l'histoire de mon pays, je ne veux pas que telle situation soit similaire à telle autre. Vous, c'est bon d'éclairer. Vous savez pourquoi? Ce procès est médiatisé et le peuple vous regarde. Il faut que l'intellectuel, l'historien nous aide aussi à connaître quelque part aussi bien l'histoire de notre pays que la sociologie. Selon vous, homme d'État, est-ce que ce propos peut être interprété négativement? Est-ce que les auteurs de ce rapport... Je vais passer, Monsieur le Président. Vous tournez autour de la même question qui est déjà répondue. Je suis parfaitement d'accord avec vous, Monsieur le Président. Juste que la répétition est parfois pédagogique, mais je vous comprends, Président. Donc, Monsieur Bahouri, vous n'avez aucun élément par rapport à ça pour aider le peuple de Guinée? Je n'ai pas bien compris la question. Vous n'avez aucun élément par rapport à ça? Non, cette histoire-là pour aider le peuple de Guinée? Non, tout ce que je peux dire en termes de sensibilisation, je pense que je peux me permettre de relater des faits. Le premier événement, c'est au lendemain de la prise du pouvoir, lorsque des éléments des forces de l'ordre sont allés dans la concession de M. Diallo à Dixine. Immédiatement, accompagné de quelqu'un d'autre, j'étais allé au camp Alpha Yaya pour s'enquérir des raisons et des motivations de cette incursion dans le domicile de M. Diallo. Deuxièmement, lorsque, dans le cadre d'une rencontre avec la structure du marché de Madina et que des forces de l'ordre étaient venues manu militari pour stopper la rencontre, immédiatement avec M. Diallo Selou, nous nous sommes rendus au camp Alpha Yaya où nous avons rencontré le président Dadis pour avoir un entretien. Et à la suite de cet entretien, l'incident était clos. Et je pense que si, par rapport aux autres faits et nos sollicitations, lorsqu'il y a eu des enjeux majeurs, il était resté attentif, surtout avec l'implication de feu le doyen Jean-Marie Doré. Je pense qu'on aurait pu sauver la paix et la stabilité dans notre pays. On va y arriver. On va d'ailleurs terminer par les actes qu'il a posés. Et vous verrez que c'est en totale contradiction avec ce que vous êtes en train de dire. On va avancer, pas à pas. Ce procès est aussi pédagogique. Dites-moi, Monsieur Ba, est-ce que vous avez connu le président Dadis dans le passé? Je l'ai connu après sa prise de pouvoir. Sinon, je n'ai pas une familiarité personnelle avec lui, bien entendu. Vous n'avez pas connu l'homme
avant la prise de pouvoir. Non. Après la prise de pouvoir, quelle impression aviez-vous le concernant? Bon, je pense que dans un premier temps, j'ai pensé qu'il a été grisé par le pouvoir et il a été entraîné dans une dynamique qui a généré ce carnage douloureux. Et c'est, dans un premier temps, ce sont les impressions que j'avais. Mais au fil du temps, on comprend de manière plus large les faits. Maintenant, je relativise tout ça lorsqu'on observe l'histoire de la Guinée. La violence n'a pas commencé avec le capitaine Dadis. Donc, les racines profondes de cette violence systématique et endémique dans notre pays, on doit aller en profondeur pour l'extirper et de manière définitive tourner la page. Aujourd'hui, il y a des accusés, il y a des victimes qui sont dans cette salle. Ailleurs, dans d'autres faits, il y a d'autres accusés et d'autres victimes. Et on ne voudrait pas que demain, qu'il y ait encore d'autres accusés et d'autres victimes. Il faut que cette série macabre puisse s'arrêter. C'est la raison pour laquelle, du fait de cette conjonction des faits et de manière sur le plan historique, chacun d'entre nous, comme vous dites, pour le plan pédagogique, doit jouer son rôle pour s'oublier et penser au pays, à son devenir, à sa stabilité, à sa réconciliation, pour qu'après ça, qu'un autre espoir puisse renaître entre tous les fils et les fils de ce pays. Est-ce que vous savez au moins, qu'en le disant, vous, M. Bahouri, les gens comptent énormément sur vous pour que vous donniez avec exactitude votre part de vérité? C'est ce que je fais. Alors, on reste toujours dans la commission d'enquête. Justement, en tant qu'organisateur de la manifestation ou du meeting, parce que vous étiez, je crois, le président du comité d'organisation, c'est bien cela? Pour le compte des forces vives Oui, nationales. bien sûr, bien sûr. Bien entendu. Bien sûr. En tant qu'organisateur, en tant que président du comité d'organisation pour le compte, si vous voulez, des forces vives nationales, pouvez-vous nous rappeler quelles étaient vos responsabilités vis-à-vis des manifestants? Vos responsabilités. Notre responsabilité, c'est d'avoir... la responsabilité est morale. C'est la raison pour laquelle, tant bien que mal, j'essaie de m'acquitter de cette responsabilité morale, parce que c'est en notre nom, suite à notre appel, que des hommes et des femmes de toutes les conditions sociales ont répondu à cet appel et que malheureusement, il y a eu ce carnage qui n'était pas de notre fait, ni de notre volonté, et que nous ne savions pas que cela a été préparé. Si on le savait devant le tribunal, je dis haut et fort qu'on n'aurait annulé la manifestation du 28 septembre. Mais le contexte et l'attente et le sens que nous pouvions penser qui animait les hommes et les femmes qui gouvernaient la Guinée, c'était de penser qu'ils n'allaient pas aller jusqu'à cette extrémité. Monsieur Bahouri, Monsieur Ba, est-ce que vous voulez dire qu'en tant qu'organisateur et président du comité d'organisation, votre responsabilité n'était que morale? Est-ce que c'est ce que vous voulez faire comprendre au tribunal? Oui, il y a cette votre responsabilité, ce n'était pas juridique? Il y a cette responsabilité morale qui nous incombe à tous les responsables des forces vives nationales vis-à-vis de ceux qui ont répondu à l'appel et vis-à-vis au pays tout entier. On va y arriver.
On va parler du contenu tout à l'heure, de cette responsabilité. Avant, est-ce que vous pouvez dire ici publiquement devant ce tribunal, devant le peuple de Guinée, que vous avez effectivement joué et assumé les responsabilités qui étaient les vôtres ce jour-là? En ce qui nous concerne, nous avons assumé cette responsabilité en âme et conscience, et c'est cela, oui. Quelle était la vraie signification ou le vrai sens de du contenu de cette responsabilité? Notre responsabilité, c'était le contenu. Quel était le vrai sens? C'est-à-dire organiser la manifestation, faire et exiger qu'elle reste pacifique en se donnant les moyens qu'aucun manifestant ne vienne avec une arme, qu'elle soit blanche, qu'elle soit un fusil, et que tout cela reste de manière pacifique pour se retrouver aux alentours de l'esplanade du 28 septembre. Et c'est cela notre responsabilité. Je suis heureux. Mais est-ce que vous pensez avoir eu la maîtrise des manifestants dont vous aviez la responsabilité, telle que vous venez de décrire? Nous avons constaté que parmi la foule, il y avait des personnes qui étaient infiltrées et qui avaient d'autres motivations qui n'étaient pas les motivations suite à l'appel que nous avions lancé. Alors, je vais vous lire une partie encore de ces rapports d'enquête internationale. Les pages 32 et 33, je commence par la page 32, point 48. Page 32, point 48. Point 148. Voici ce qui est noté. La première phase de maintien de l'ordre proprement dite, qui débute vers 8 heures, au moment où les premiers attroupements de personnes se dirigeant vers le stade sont constatés en périphérie de la ville et se poursuit jusqu'au moment où les manifestants se trouvent à l'intérieur du stade. Est bien documenté, je lis exactement ce qui est là, et expliqué par les autorités. Celle-ci révèle le premier incident signalé peu après Hamdalaye, où une fourgonnette de la CMIS est endommagée et pillée, suivie de l'attaque du commissariat central de Bellevue, qui est vidé de son matériel et de ses armes, plus incendiées. Je m'arrête là. Je continue pour la page 3, le point 49. Voici ce qui est écrit. La commission c'est mal écrit, hein? C'est mal écrit. Excusez-moi, je n'arrive pas à lire. La commission reconnaît l'existence de plusieurs incidents. Le premier signalé à Hamdalaye, ce n'est pas ça. On ne lit pas bien. Voilà. Il est noté. Il ressort les déclarations des civils indiquant avoir été recrutés et payés par un militant proche des leaders politiques. Ça, c'est le rapport d'enquête internationale fait en votre faveur, déposé contre le président Dadis et autres. C'est dans ce rapport-là, c'est ce rapport qui dit que des militants
arrêtés ont clairement indiqué avoir été payés. Dites-moi, est-ce que cela n'est pas la preuve que les leaders politiques ou certains leaders politiques eux-mêmes étaient à la manœuvre pour la conception, la préparation, la coordination et l'exécution de ces événements en vue de salir le président Dadis? Vous me permettez de dire que vous avez dit que ce sont des personnes qui étaient arrêtées, c'est-à-dire qui étaient interpellées, qui ont fait ces déclarations. Devant la commission d'enquête, c'est devant la commission d'enquête internationale. C'est pour ça que je prends mon temps pour le lire et indiquer même les pages. Page 32.148. Bon. Page 33.149. C'est la commission qui dit cela. C'est un peu ambigu. C'est un peu ambigu, M. Bahouri. Est-ce que vous pensez que si vous aviez assumé vos responsabilités en tant que leader politique, est-ce que